Aristote, le traité de l'âme. Suite, le principe moteur des animaux. Il faut examiner aussi le cas des animaux imparfaits, en tant ceux à qui appartient seulement le sens du toucher. Quel est leur principe moteur? Est-il possible ou non qu'ils possèdent imagination et appétit, puisqu'il apparaît bien en effet qu'il y a en eux plaisir et douleur? Or, s'ils possèdent ces états, ils doivent posséder aussi l'appétit. Mais l'imagination, comment pourra-t-elle leur appartenir? Ne serait-ce pas que, comme leurs mouvements sont indéterminés, de même aussi ces facultés leur appartiennent bien, mais ne leur appartiennent que d'une manière indéterminée? L'imagination sensitive appartient donc, comme nous l'avons dit, aux autres animaux aussi, tandis que l'imagination délibérative n'appartient qu'à ceux qui sont raisonnables, car pour ces derniers, savoir si l'on fera telle chose ou telle autre, c'est déjà l'œuvre du raisonnement, et il leur est nécessaire de n'employer qu'une unité de mesure, puisque c'est ce qui est le plus avantageux qu'ils poursuivent. Les animaux raisonnables sont donc capables de construire une seule image à partir d'une pluralité d'images. Et la raison pour laquelle les animaux imparfaits ne semblent pas posséder le jugement, c'est qu'ils n'ont pas cette imagination qui découle du syllogisme, alors que celle-ci implique celui-là. Aussi, le désir irrationnel n'implique-t-il pas la faculté délibérative? Mais chez l'homme, il l'emporte à certains moments sur le désir rationnel et le meut. À d'autres moments, au contraire, c'est ce dernier qui l'emporte sur le premier, comme une sphère sur une autre sphère. Ou enfin, le désir irrationnel domine le désir irrationnel, dans le cas de l'intempérance, bien que par nature ce soit toujours la faculté la plus haute qui possède la suprématie et qui imprime le mouvement. De sorte qu'il y a dès lors trois sortes de mouvements. Quant à la faculté intellective, elle n'est jamais mue, mais elle demeure en repos. Et puisque dans le syllogisme pratique on distingue d'une part le jugement ou proposition portant sur l'universel et d'autre part le jugement portant sur l'individuel, car le premier énonce que le possesseur d'une telle qualité doit accomplir tel acte, et le second que tel acte déterminé est de telle qualité, et que je suis la personne possédant la qualité en question, c'est dès lors ce dernier jugement qui imprime le mouvement, et non celui qui porte sur le général. Ou plutôt, ne serait-ce pas l'un et l'autre, l'un toutefois étant plutôt en repos et l'autre non?